Bienvenue mesdames, messieurs dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Nouvelle ordonnance présidentielle signée par le président Félix Tshisekedi. Les nominations concernent la Cour constitutionnelle, la Caisse nationale pour la sécurité sociale et l'Agence nationale des renseignements. Peu de détails dans ce journal. Procès Constant Moutamba, le prévenu récuse 2 juges, membres de la composition dans son affaire. Après la réaction du ministère public, un arrêt est attendu dans les prochaines heures. On en parle avec Maître Patrick Loao, il est l'invité de ce journal. Et puis, arrivée triomphale à Dubaï de Fally Ipupa, la star congolaise est attendue pour un concert très spécial ce 9 août à la salle Agenda Dubaï. L'événement affiche déjà complet, preuve de popularité internationale de l'artiste. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé récemment plusieurs ordonnances présidentielles. Cette décision a été rendue publique mardi 5 août dans la soirée sur la radio-télévision nationale RTNC. La vague de nominations, notamment la Cour constitutionnelle, la Caisse nationale pour la sécurité sociale et l'Agence nationale des renseignements, elle intervient dans un contexte de réajustement stratégique à la veille de la formation du nouveau gouvernement très attendu par la population congolaise. Je vous propose de suivre l'extrait de la lecture des dites ordonnances, extrait choisi par Saturna Djembe. Ordonne, article 1er, est investi de président en qualité de président de la Cour constitutionnelle, M. Kamuleta Badibanga Dieudonné, est nommé membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle CNSS, à titre de représentant des organisations professionnelles des travailleurs, M. Kiyangi Matangila Fidel. Sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur Kalala Musungu Théophile Charles, administrateur principal, chef de département, service intérieur. Monsieur Piema Mikobi Gaston, administrateur principal, chef de département, service extérieur. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sont chargés, chacun ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 4 août 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Dans l'actualité également, après la grande rencontre de l'Union sacrée de la Nation UCN, samedi dernier, la commission spéciale mise en place par le président de la République est déjà à l'œuvre. Lundi dernier, au siège de la plateforme, elle a entamé des séances de travail pour revoir la charte de l'Union sacrée de la Nation. L'objectif est de transformer la dite plateforme en une véritable force politique structurée, comme voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. 48 heures après la réunion stratégique de membres du Présidium présidée personnellement par la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait été institué une commission spéciale pour procéder à une révisitation, article par article, de la charte de l'Union sacrée de la Nation. Ce lundi 4 août 2025, les membres désignés par la haute autorité politique se sont réunis pour amender cette charte. Sous la présidence du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, dans une atmosphère empreinte d'un esprit démocratique, avec une participation active de membres du Présidium, chacun a eu l'opportunité de s'exprimer et de partager ses idées pour enrichir la charte de la plateforme présidentielle. La glace est tombée. La glace est tombée parce qu'il y avait beaucoup de spéculations
Il y a les gens qui pensaient que les secrétaires permanents faisaient des shows de soi-même. Déjà, le chef de l'État nous a dit qu'il n'aime pas le terme autorité morale. Et ça, ce sont ses propres mots. Alors, les gens qui s'écolent trop à la qualification d'autorité morale évoluent un peu en dysfonctionnement avec la vision du chef de l'État. Et ça pose déjà problème. Le secrétaire permanent, le professeur André Mbateletoukoumé Soumangou, se félicite de la tenue de cette réunion qui renforce la cohésion et l'efficacité de la plateforme présidentielle. La charte a été adoptée après amendement, article par article. Il y a la charte, c'est fait aujourd'hui, c'est adopté. Nous allons poursuivre nos travaux, je crois mercredi, pour l'adoption du règlement intérieur. Je dois dire que les travaux se sont déroulés dans une très belle ambiance. Et vous pouvez constater vous-même que l'Union Sacrée, c'est l'unique plateforme qui est en vie. Elle est active. Nous étions tous là, on a discuté, on a échangé. Et nous allons poursuivre nos travaux le mercredi prochain. Cette première réunion marque une étape significative dans le processus de la redynamisation de l'Union Sacrée de la Nation. Tous aspirent à la création d'un cadre politique plus solide et représentatif pour les pays derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visionnaire de l'Union Sacrée de la Nation. Justice à présent, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a déposé mardi 5 août 2025 une lettre aux fins de récuser 2 juges de la Cour de cassation, lesquels juges siègent dans son affaire. Dans cette lettre adressée au greffier en chef de la Cour de cassation, il dénonce le manque de partialité des membres de la composition, notamment l'inimitié contre sa personne, mais aussi plusieurs faits dans l'instruction de son affaire. Entre-temps, l'audience prévue ce mercredi 6 août 2025 a été consacrée à l'audition des témoins, parmi eux de nombreuses personnalités comme la première ministre Judith Souminois. Affaire Constant Moutamba, on en parle justement avec Maître Patrick Loao. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est l'invité de ce journal. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, dites-nous, quelles sont les conditions de motifs légaux pour récuser un juge en République démocratique du Congo? En fait, la loi organique qui organise le fonctionnement des compétences de juridiction de l'ordre judiciaire prévoit 8 causes qui permettent à une des parties de demander à ce qu'un juge qu'il estime impartial soit écarté. Et toutes ces 3 causes tiennent essentiellement sur les rapports qu'il y a entre le dit juge avec une des parties au procès. Ça peut être une partie au procès, la partie civile ou même son avocat. Donc une partie peut estimer que les rapports d'amitié ou d'inimitié permettent des préjugés, qu'un juge membre de la composition ne rendra pas une décision ou ne donnera pas son avis sur base des éléments du dossier, mais sur base des ressentiments qui tiennent des rapports qu'il y a entre lui et une des parties. À vous entendre parler dans ce cadre précis de l'affaire Constant Moutamba, est-ce que le prévenu il a respecté la procédure exacte? Est-ce que les motifs sont légalement valables? Bon, il faut reconnaître à la partie Moutamba les droits de pouvoir alléguer cela. Il invoque une inimitié qui aurait entre lui et des juges. En principe, il revenait à une composition distincte de pouvoir statuer sur cela. Et dans cette partie de la cause, en principe, les juges mis en cause ne peuvent pas se prononcer, mais la partie récusante peut lui avancer ses raisons. Il lui reviendra d'avancer, il aurait pu lui revenir d'avancer les motifs qui justifient l'inimitié entre lui-même et les 2 juges. Disons que, fort heureusement, ces 2 juges ont jugé mieux de se déporter. C'est-à-dire, personnellement, ils ont estimé que ça ne valait pas de pouvoir attendre que cette cause ait lieu pour statuer sur les biens fondés de la demande du Moutamba. Ils ont préféré se retirer en évoquant des motifs de dignité. Voilà, et quels sont les effets de la récusation? Autrement dit, quelle suite donner à cette requête si jamais elle est recevable ou si elle est jugée non recevable? Bon, la juridiction qui va statuer sur la requête va statuer comme une juridiction ordinaire. Elle va examiner les biens fondés de la requête. Dans les cas d'espèce, je dois dire qu'elle ne pourra que constater qu'il gît au dossier des actes de déport
des 2 magistrats mis en cause. Et cela fera que la procédure n'aille pas au-delà, constater que les juges se sont déportés et s'en remettre au premier président de la juridiction pour qu'il puisse désigner d'autres juges en remplacement, ce qui est l'objectif poursuivi par la partie récusante, obtenir que ces 2 juges soient écartés. Pour l'instant, on peut dire qu'il a déjà obtenu cela, non pas du fait des motifs qu'il avance, mais du fait que les juges ont estimé qu'il vaut mieux qu'il puisse se retirer de cette affaire. Dernière question, Maître Patrick Loao. Aujourd'hui, dans le procès Constant Moutamba, plusieurs témoins devraient passer à la barre, notamment la Première ministre Judith Souminois. Est-ce que, pour une raison ou une autre, les témoins peuvent refuser de venir comparaître? La loi prévoit que les témoins, en principe, soient dans l'obligation de comparaître. C'est ce que la loi prévoit. Il reviendra à la haute cour d'apprécier les motifs que les 10 témoins vont avancer pour se présenter ou pas. À ce stade, on ne peut pas préjuger de la comparution au nom d'un ou d'un autre témoin qui a été invité à comparaître. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Maître Patrick Loao, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est moi qui vous remercie, madame. Le journal se poursuit, changeant de registre avec la Défense nationale. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza, a procédé lundi dernier à la remise officielle des canons rapides armés à la force navale. La cérémonie a eu lieu au Beach Majestic River, dans la commune de La Gombe. Ces speedboats de 500 chevaux sont munis d'une mitrailleuse de 12 calibres mètres et de 2 armes PKM. La dotation de ces canons rapides à la force navale entre dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour son armée. La vision de construire un grand outil de défense au service du peuple congolais. Les clés de ces speedboats ont été officiellement remises au vice-amiral Kouyondi et Mehdi Albert, chef d'état-major de la force navale, par le lieutenant-général Bonza Moulambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces speedboats sont équipés de 2 moteurs de 250 chevaux chacun. Ils sont montés d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm et de 2 armes PKM. Pour se rendre compte des performances de ce type d'engin, le chef d'état-major général, ses 2 adjoints et d'autres officiers sont montés à bord de l'un des speedboats. Une démonstration a été réalisée dans la baie d'Ngaliema sur le fleuve Congo. Les marins eux-mêmes ont continué à s'entraîner pour maîtriser l'engin. Pour l'amiral Kouyondi, ces canaux rapides permettront d'accomplir les missions de l'autorité de l'État en mer. C'est une promesse du commandant suprême parmi tant d'autres qui doivent arriver. C'est aussi pour marquer pour notre visibilité sur nos espaces liquides et aussi tout marquer, faire une permanence sur zone. Ce n'est pas l'unique unité, il y en a encore tant d'autres qui doivent arriver. Nous voulons être présents partout en République démocratique du Congo où nous devons sécuriser nos espaces liquides. En sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le journaliste Fiston Wilonja Manzambi, travaillant à la centrale de monitoring des médias, un programme de surveillance éthique et déontologique de l'Union nationale de la presse du Congo, a été assassiné mardi dernier après avoir été enlevé la veille par un commando armé vers 18 h. Son corps a été retrouvé dans la rue non loin de son domicile, baignant de sang avec une corde au cou. Fiston Wilonja fait partie des journalistes enrôlés de force par le M23 pour suivre une formation idéologique. Journaliste en danger exprime sa grande consternation et demande aux responsables de l'AFC M23 de tirer au clair les circonstances de ce meurtre qui n'a pas l'air d'un cas banal d'insécurité. Autre chose, regain de l'insécurité dans la ville capitale Kinshasa. Un élément de la police nationale congolaise a perdu la vie dans la soirée du lundi 4 août dernier lors d'un braquage mené par des hommes non identifiés. Le drame a eu lieu vers 18 h au quartier Rigini, dans la commune de Limba, à proximité de l'école Sainte-Famille. Les assaillants ont pris pour cible un véhicule transportant un homme d'affaires qui, lui, a été grièvement blessé et une importante somme d'argent a été emportée par les braqueurs.
Dans l'actualité également, le ministère de l'économie nationale s'apprête à lancer une série de missions de surveillance dans les supermarchés et grandes surfaces de la capitale congolaise. L'annonce a été faite dans un communiqué publié mardi 5 août. L'objectif de cette opération est de veiller au respect de la réglementation en matière de fixation des prix et ces opérations s'étaleront sur une période de 15 jours. Il s'agit d'une initiative de régulation qui s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement en matière de collecte de données et de suivi régulier des prix. Ainsi donc, les opérateurs économiques concernés sont invités à coopérer pleinement avec les équipes de contrôle. Écho de la Banque centrale du Congo, l'institution financière publique a publié la note de conjoncture économique pour la semaine du 4 août qui annonce la stabilité de franc congolais en nette appréciation face aux devises étrangères et la courbe descendante de l'inflation grâce aux efforts de la Banque centrale du Congo avec la politique monétaire. Suivez. Les dernières données de la Banque centrale du Congo relèvent une conjoncture inattendue. Le franc congolais tient bon, l'inflation ralentit et les pays traversent le deuxième semestre 2025 sans véritable dérapage, malgré des risques persistants à l'international et sur le front intérieur. Les dollars américains s'échangent autour de 2850 francs au taux bancaire, légèrement plus bas qu'en juin dernier. La monnaie nationale affiche ainsi une stabilité rarement observée sur 2 mois, avec une fluctuation qui ne dépasse pas 0,5%. Sur le marché parallèle, l'écart reste faible, autour de 2870 à 2880 francs pour $1. Rien d'alarmant. Les observateurs saluent le fait conjugué de la prudence de la Banque centrale du Congo et d'une disponibilité stable des devises tirées des exportations minières. Depuis janvier, le mouvement des inflationnistes s'est accéléré, ramenant la progression annuelle à 8,39% et contre plus de 21% à la même période l'an dernier. Les ménages ressentent encore la pression sur certains produits, mais les gouvernements s'accrochent à une gestion budgétaire serrée. Moins de dépenses d'urgence hors secteur sécuritaire, 1,58% à priorité au paiement des salaires et à l'approvisionnement de la capitale. L'ajustement a aussi été permis par la politique monétaire, et particulièrement stricte, et taux directeur maintenu à 25% et taux de facilité de prêt à 26%. Au point de solidité, les réserves internationales atteignent 6,73 milliards de dollars début mai, soit l'équivalent de 13 mois d'importation. Un matelas confortable qui dépend néanmoins des recettes minières et de la stabilité politique. La performance économique actuelle reste remarquable. Depuis décembre, le franc congolais n'a perdu que 0,32% de sa valeur. Cette stabilité fragile s'explique par un cocktail de discipline monétaire, des gestions budgétaires rigoureuses et, il faut le souligner, par un effort de tous les acteurs publics. Autre chose en territoire de Kambov, dans le Haut-Katanga, la multiplicité des taxes et tracasseries des camionneurs était la cause de la descente sur place par le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe, lundi dernier, accompagné d'une équipe de services de sécurité après plusieurs plaintes des usagers de la route Kilela, Balanda et Kambov. Sur place, le constat a été amer. Certains services frauduleux ont été démantelés. Images et commentaires. La province est appauvrie. Les individus s'enrichissent par l'érection des postes de péage non reconnus, ni par la province, ni par le gouvernement central. À cela s'ajoute la multiplicité de services à ces postes de péage. Nous voici sur cet axe qui va de la route Kilela-Balanda à la route Kambov en passant par Miringi et Chinkolobwe dans les territoires de Kambov. Après le lancement des travaux de modernisation de la route Likasi-Solwezi, Mwana Mayo, Martin Kazembe Choula en profite pour faire la ronde sur cet axe routier afin de se rendre compte de l'état actuel de la route et palper la réalité sur les conditions de travail des agents affectés au poste de péage dans les territoires de Kambov. Tout au long de son passage, Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, découvre avec étonnement ces postes de péage érigés ici de manière illicite. C'est à plus ou moins 100 km de la ville montagneuse de Likasi. Déjà à son arrivée, presque tout le monde prend la poutre d'escampette. Quelques-uns sont arrêtés. L'autorité provinciale approche les chauffeurs des camions ici stationnés pour en savoir plus. Un peu plus loin se trouve un poste de contrôle juste pour favoriser les détournements sans être inquiété pendant que la province a besoin des moyens de sa politique pour reprendre son élan de développement et envisager
l'amélioration du social de la population, comme pour dire le peuple d'abord, prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours placé le peuple au centre de toutes ses préoccupations. L'honorable Martin Kazembe Choula apprend qu'il y a des camions qui ne payent pas des taxes, un guichet unique, entre autres le péage, les taxes de la division des mines et de la DRH4. À qui finalement appartiennent ces camions qui appauvrissent la province? Même les chauffeurs ne savent pas donner la réponse. Le gouverneur Haï, Martin Kazembe Choula, ordonne l'acheminement de ces 20 camions transportant les minerais à la mairie d'Elikassi en attendant que les propriétaires soient identifiés et auditionnés pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Et puis, relance des travaux sur le site abritant la centrale hydroélectrique de Katende, située dans le territoire de Dibaya, à 90 km de la ville de Kananga au Conseil central. Après 8 ans de léthargie, le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, accompagné des membres de son gouvernement, ont effectué lundi dernier une mission de relance en présence de l'entreprise Angélique International Limited qui pilote les 10 projets. Suivez. Après environ 8 ans d'arrêt des travaux, les mouvements des machines reprennent sur le site de Katende en vue de la construction d'une centrale hydroélectrique de 64 MW. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'en est rassuré en début du week-end dernier lors de sa visite éclair sur ces chantiers situés à environ 90 km de la ville de Kananga dans les territoires de Dibaya. Sur place, au-delà de la société Angélique International et son bureau conseil éco-énergie qui s'occupe de la production de la centrale, la société Mining Engineering Service et son bureau conseil Grand International Group qui s'emploie également aux travaux de la ligne de transport de l'électricité, ont tour à tour expliqué au chef de l'exécutif provincial le schéma opérationnel de leurs activités avant que ces derniers ne visitent entièrement les différentes parties du site. Ingénieur Rémi Matalapasso du ministère des Ressources hydrauliques et délégué à pied d'œuvre de la centrale explique la nature des travaux en cours. Très émerveillé, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou veut voir ces travaux qui ont repris aller jusqu'au bout. Pour cela, l'autorité provinciale s'est notamment engagée à porter les plaidoyers de la société Angélique International pour l'obtention des exonérations sur un lot de machines bloquées censé ajouter son arsenal technique. La centrale hydroélectrique de Katende est un défi pour le développement industriel de la région du Kasaï. L'ouvrage dont les travaux viennent de reprendre est censé être rendu dans 24 mois. L'électricité est rare à Ngombe Lutendele, un quartier périphérique de la commune de Mongafula à Kinshasa, pour préparer à manger la journée, éclairer les maisons la nuit et pour tout autre usage qui nécessite du courant électrique. Les habitants de ce quartier recourent aux autres moyens, pourtant très coûteux, empêchant plutôt leur budget déjà modique. Ils ont lancé un appel aux autorités pour remédier à cette situation. Je vous emmène en immersion au quartier Ngombe Lutendele dans la commune de Mongafula avec Racha Keki. Ces images sont tournées à Kinshasa, dans une localité aux abords d'une bourgade marginalisée où l'accès à l'électricité reste chimérique. Ngombe Lutendele, quartier périphérique de la municipalité de Mongafula, privé de réseau électrique, quoique accessible et connecté à d'autres quartiers assez modernisés de Kinshasa. Ici, chaque ménage se débrouille pour pallier ce déficit, comme le déclare Dewili Ndombula, habitant le quartier depuis 5 ans, qui lance un cri d'alarme au pouvoir public pour une solution adéquate. Nous avons des difficultés, nous avons des quartiers qui sont reculés. Nous avons des panneaux, des batteries. Nous avons des difficultés courantes et zati. Nous avons des l'État, pour le transport, pour le courant et pour le Refusant de s'apitoyer sur leur sort, certains ont déniché un exutoire. Na tekaka crédit na part na ngapena sungaka population msa koto yo pona za ba panneau na ngaba batterie nde batu bayaka a charger moi téléphone a charger moi radio donc to vivara ndengwana le quoi courir non te to utiliser ming ba panneau na ba batterie. La carence en électricité dans ce quartier est un chemin de la croix pour les ménagères qui ne se rabattent que sur le bois de chauffage pour la cuisson, vu que la braise est un luxe.
La Société nationale d'électricité qui, jours abonnés absents dans ce quartier, est appelée à une intervention urgente et les autochtones n'ont Dieu que pour la construction de la rocade, l'unique salut pour l'électrification de Ngombe Lutendele. Modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics de Kinshasa annonce la fermeture temporaire et complète de l'avenue Kassavubu au niveau du pont Kabu du mercredi 6 août au dimanche 5 octobre 2025, soit pour une durée de 60 jours pour des travaux de réhabilitation. Comme le souligne le communiqué, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'exécution de travaux d'urgence de réhabilitation du pont Kabu visant à garantir la sécurité des usagers et améliorer durablement la qualité des infrastructures routières de la capitale. Fermeture temporaire de l'avenue Kassavubu au niveau du pont Kabu pour des travaux de réhabilitation. Le ministère provincial des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa informe la population de la fermeture complète à la circulation de l'avenue Kassavubu au niveau du pont Kabu du mercredi 6 août au dimanche 5 octobre 2025, soit pour une durée de 60 jours calendaires. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'exécution des travaux d'urgence et de réhabilitation du pont Kabu, visant à garantir la sécurité des usagers et à améliorer durablement la qualité des infrastructures routières de la capitale. Afin d'assurer la continuité de la circulation pendant la période des travaux et de minimiser les perturbations du trafic, les voies de déviation provisoires suivantes sont retenues. 1 avenue Songololo, 2 avenue Mbanzangungu, 3 avenue Funa et 4 avenue Dima. La régulation du trafic et le respect des nouveaux itinéraires seront assurés par la police nationale congolaise, conformément à ses missions en matière de sécurité et de gestion de circulation routière. Les autorités compétentes tiennent à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour garantir une exécution rapide, efficace et de qualité de travaux. Elles en appellent également à la compréhension, la patience et la collaboration de tous les usagers en dépit des désagréments temporaires que cette situation pourrait occasionner. Fait à Kinshasa le 4 août 2025, cellule de communication et administration. Un mot de culture dans ce journal, je l'annonçais en titre, Fally Ipupa est arrivé mardi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en vue de son concert prévu le 9 août à la grande salle Agenda Dubaï, d'une capacité de plus de 5000 places. À quelques jours de l'événement, les billets sont presque tous écoulés. Une conférence de presse est annoncée ce jeudi avec la participation de quelques journalistes venus de Kinshasa. Il sera le premier artiste africain à se produire dans une salle de plus de 5000 places aux Émirats Arabes Unis. Selon des sources bien renseignées, son concert est annoncé comme un événement sold out. Et à propos, je vous convie de suivre dans les conditions du direct l'arrivée de l'artiste congolais à Dubaï en véritable star et ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo dans cet extrait choisi par Racha Kiki.
C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien.